vous le disais, on ouvre ce 21-23 avec un terrain, on part dans les étoiles, double actualité spatiale ces dernières heures, avec le lancement il y a quelques heures, lancement réussi du nouveau lanceur, la nouvelle version d'Ariane 6. Voilà, vous le voyez à l'image, nouvelle version d'Ariane 6 qui a mis en orbite 32 satellites pour Jeff Bezos, pour Amazon. Est-ce que l'Europe est en train de tenter de rattraper son retard, son gros retard? On va en parler notamment sur les fusées d'Elon Musk. On va en débattre avec nos invités. Et puis évidemment, on va parler de Sophie Adno, notre astronaute nationale française qui va s'élancer demain, compte à rebours, depuis Cap Canaveral en Floride, aux États-Unis. On va débattre de tout cela avec un plateau de passionnés, 4 passionnés, allez 5, vous savez que je m'inclus dedans. Tous les téléspectateurs savent que j'ai une petite marotte pour le ciel. 4 passionnés avec d'abord vous, Cécilia Sévriguet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste du spatial. Vous avez travaillé pour l'Agence spatiale européenne au Centre spatial de Cologne qui assure notamment l'entraînement des astronautes européens. Olivier Lascar, bonsoir, rédacteur en chef digital chez Science et Avenir. Vous avez écrit Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science aux éditions Alizio. On va évidemment parler aussi d'Elon Musk. Philippe Hénaré-Rose, bonsoir, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Et puis Nicolas Châteauneuf, visage bien connu de nos téléspectateurs, notre journaliste scientifique pour France Télévisions. On va décrypter tout cela. Alors, on va revenir dans quelques instants sur notamment l'actualité qu'on vient de vivre avec ce lancement d'Ariane 6 parce que c'est important dans la compétition spatiale. Et la compétition spatiale, ça n'est pas que du rêve dans les étoiles. Il y a derrière des enjeux énormes de défense, de géopolitique. Donc, on va vous en parler pour cela. Mais tout de suite, on va prendre la direction des États-Unis. On traverse l'Atlantique et on va vous retrouver, Eleana Bonas. Vous êtes au Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, à quelques heures donc du compte à rebours pour Sophie Adno qui va passer sa dernière nuit sur place avant de s'envoler normalement, si tout va bien, demain vers la Station spatiale internationale. Oui, tout à fait. Et ce Kennedy Space Center, en fait, c'est le site de lancement historique de la NASA. Il faut savoir qu'ici, normalement, un lancement de fusée, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, on voit que la cadence a clairement explosé. En fait, à quelques mètres derrière moi se trouve un panneau d'affichage quand on arrive et qui nous annonce qu'il y a déjà eu 8 lancements de fusées ici depuis le début de l'année. On n'est que le 12 février et puis il faut surtout savoir qu'aux États-Unis, il y a d'autres sites de lancement, par exemple au Texas ou en Californie. Donc on a un petit peu l'impression d'être au cœur du moyen de transport en fait, du futur. On est un petit peu comme dans une espèce d'immense gare spatiale. Pour parler de ce lancement qui a lieu demain, il a une importance toute particulière quand même. D'abord parce qu'un vol habité, c'est tout de même assez rare. Et puis parce que, vous l'avez dit, dans cette fusée Falcon 9, eh bien, il y aura Sophie Adno. Ce sera la 2e femme astronaute française à se lancer dans l'espace. Et cette fusée SpaceX, elle devrait décoller effectivement à 5h15 du matin. En ce moment, là, Sophie Adno, eh bien, il faut savoir qu'elle est normalement en train de dormir, puisqu'en fait, depuis une quinzaine de jours, elle est en quarantaine pour éviter de tomber malade. Et puis surtout, elle a adopté un rythme de sommeil décalé, donc heure de son coucher normalement 14h. Et puis son réveil sonne à 21h45 depuis plusieurs jours. C'est donc sa dernière nuit en ce moment avant son premier vol dans l'espace pour une mission de 8 mois sur la Station spatiale internationale. Elle va être accompagnée par 2 autres astronautes américains, un cosmonaute russe. 8 mois au cours desquels elle devrait effectuer normalement près de 200 expériences, faire environ 2h30 de sport par jour. Donc elle va avoir un emploi du temps extrêmement millimétré. Et ce dont elle rêve au cours de ces 8 mois, elle l'a dit, c'est d'effectuer une sortie extravéhiculaire. Ça veut dire se retrouver seule à flotter dans l'espace. Donc évidemment, on l'espère pour elle. En tout cas, ce premier vol de Sophie Adno dans l'espace, on va le vivre avec vous demain sur France Info en direct. Ce sera à 5h15 donc ici en Floride et à 11h15 pour vous en France. Merci beaucoup, Eleana Bonas, en direct de Cap Canaveral en Floride. Eleana, évidemment, on vous souhaite de vivre ce spectacle qui est toujours magique, de voir le lancement, le décollage d'une fusée. Profitez-en bien demain. On va évidemment revenir au cours de l'émission un petit peu plus tard sur Sophie Adno et ce qui s'annonce pour elle demain. On va d'abord consacrer une première partie là à ce qu'on vient de vivre ces dernières heures, notamment depuis la Guyane, le centre spatial de Kourou, avec ce lancement d'une nouvelle version d'Ariane 6. La nouvelle fusée d'Ariane Espace. On va le revoir là en images. Donc en fin de journée, lancement réussi. Déjà le lancement, c'était
c'est jamais gagné. Le lancement était réussi. Et après, on a appris vers 19h30 que la mise en orbite des 32 satellites pour le compte d'Amazon, pour une constellation de satellites qui va s'appeler Léo, avait réussi. Donc c'est un très grand succès. On va déjà en parler avec vous tous. Cécilia, expliquer à nos téléspectateurs en quoi là, il y a quand même une petite fierté européenne. À l'heure où on parle tellement de l'Europe prise entre les blocs du monde qui se créent, la Chine, la Russie, les États-Unis. On peut être fier. On peut être fier, on peut être soulagé aussi. C'était important ce lancement aujourd'hui, premier lancement commercial d'Ariane 6 après quand même beaucoup de retard, officiellement 1 an, en réalité un peu plus, à cause du Covid et puis de la guerre en Ukraine, mais aussi de dysfonctionnement peut-être dans la fabrication. C'est une grosse machine Ariane Group, enfin, on y reviendra certainement peut-être, mais on a pris du retard, on est soulagé de savoir aujourd'hui qu'on est capable d'envoyer des vols commerciaux avec une telle charge, et puis c'est symbolique, envoyer la constellation Amazon depuis l'Europe, ça montre que peut-être on peut rester dans cette course, cette fameuse course au lancement de constellations satellites, mais pas que de constellations. C'est important pour une question de souveraineté européenne. Alors justement, je lance le débat, Nicolas, et puis après, évidemment, Olivier et Philippe, vous abondez là-dessus. On est fiers. Je posais la question, est-ce qu'on peut rattraper notre retard ? Je disais notre gros retard, parce qu'on va le voir dans quelques instants. On va aller retrouver Iman en image qui va nous raconter ça, mais on est très, très en retard. En fait, on a pris du retard. On a pris du retard sur les Américains. Il faut comprendre quand même que... alors, d'abord, ce vol était magnifique. Moi, j'ai trouvé qu'il était très beau. Voir les 4 boosters qui sont sur Ariane, donc c'est Ariane 6-4. Oui, c'est ça, parce que c'est cette nouvelle version. Exactement. Les boosters, c'est l'expliquer à nos téléspectateurs, c'est quoi ? C'est des espèces de mini-fusées autour de la grosse fusée. Exactement. C'est en fait ce qui pousse la fusée au décollage. Et ce sont les espèces, ce que vous voyez, là, les tuyaux qui sont en bas de la fusée, en fait, et qui, d'ailleurs, se détachent au bout d'un certain temps. C'était un lancement magnifique. Mais c'est vrai que derrière, on se pose tout de suite la question de savoir est-ce que cette fusée est déjà en partie obsolète. C'est quand même la question que tout le monde se pose en Europe. D'ailleurs, on n'a pas attendu pour travailler sur le successeur, enfin ce qui va arriver derrière. Ariane Espace travaille dessus avec déjà une après Ariane 6. Oui, c'est-à-dire qu'on travaille déjà sur Thémis, il y a des prototypes notamment de fusées réutilisables, puisque en 2003, lorsqu'Elon Musk a dit qu'il allait enterrer tout le monde en rentrant dans une pièce où il y avait à peu près tous les grands constructeurs de fusées dans le monde, tout le monde lui a ri au nez avec ses fusées réutilisables. Et aujourd'hui, force est de constater que, ça fonctionne. Ça rigole jaune. Voilà, et puis ça fait bosser également les coûts. Le problème, c'est que, vous voyez, je prends 2025. 2025, 8 lancements en Europe, 200 aux États-Unis. Et 93 en Chine. On va le voir en chiffres. Philippe, Olivier. Donc c'est super, mais il faut continuer. Sur ce qu'on vient de voir là, cette mélange de petits regrets, mais d'espoir quand même. Oui, alors c'est un beau tir, comme vous dites, mais il faut peut-être aussi évoquer ce qui a été lancé, parce que qu'est-ce que c'est que Léo ? Léo, c'est l'ancien Kuiper. Bezos l'avait appelé Kuiper. C'est une méga constellation qui prétend rivaliser avec le Starlink de Musk. Alors, le fameux Starlink, on explique pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément spécialistes, c'est des constellations donc, de satellites pour fournir des télécommunications, pour fournir Internet. Nos téléspectateurs entendent beaucoup parler de Starlink en Ukraine, dans la guerre en Ukraine. On pilote les drones grâce à Starlink. Ça apporte l'Internet, en fait. C'est un Internet tombé du ciel, tombé de l'espace. Il faut imaginer une sorte de maillage qui va englober l'entièreté de la planète. Et ce maillage, il est constitué par, j'allais dire, une infinité de petits satellites qui dialoguent les uns avec les autres et qui font qu'à chaque instant, il y a toujours un satellite au-dessus de notre tête. Je dis une infinité de satellites, on y est presque, parce que c'est de l'ordre de 10 000 satellites que Musk a envoyés dans l'espace pour faire Starlink. Or, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est qu'il y a une compétition au niveau des méga-constellations qui est en train de s'organiser sous nos yeux. Bezos veut sa réponse avec Léo. Ça veut dire qu'il va devoir mécaniquement envoyer lui aussi des milliers de satellites dans l'espace. Les Chinois ont 2 projets concurrents et très semblables. Que va devenir l'orbite basse terrestre ? C'est la question qui se pose aussi. L'orbite basse, c'est quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Voilà. 500, c'est un petit peu plus haut que la Station spatiale internationale dont on reparlera tout à l'heure. Et on voit qu'on est en train de charger la barque considérablement
en équipant cette région de l'atmosphère, enfin au-dessus de l'atmosphère de la Terre, la fameuse orbite basse, on est en train de l'encombrer de dizaines de milliers de satellites. Jusqu'à quand ? Vous nous dites, après avoir pollué la Terre, on pollue l'espace. On pollue l'espace, et puis ça peut être potentiellement dangereux. Il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome de Kessler, qui est cette théorie selon laquelle une collision entre deux satellites pourrait provoquer des débris qui, par un phénomène de cascade, provoquerait une sorte de réaction en chaîne et mettrait tous les équipements, tous les satellites qui sont dans l'espace hors service. Ah bah c'est rassurant, je la connaissais pas. C'est d'ailleurs le plus grand danger dans la Station spatiale internationale, de Oui, rencontrer un débris. On rappelle le moindre débris, même vraiment infinitésimal, une écaille de peinture lancée à, je crois, à 28 000 km/h. Ça fait des dégâts. C'est Gravity, mais en plus et en plus grand. En fait. Le film effrayant, Gravity, mais très bien réalisé. Philippe, sur ce qu'on disait, là, c'est quoi ? C'est un petit peu la réponse de Jeff Bezos à Elon Musk. Et comme il ne va pas confier l'envoi de ses satellites, les satellites Amazon de Jeff Bezos, à son meilleur ennemi, SpaceX, le malheur des uns fait le bonheur des Européens en l'occurrence. Là, il y a une petite histoire qui est presque anecdotique dans ce paysage, c'est que Bezos et Musk se détestent cordialement, et donc Bezos ne va pas lancer ses satellites sur les fusées Falcon 9 de Musk, et donc effectivement l'Europe a profité de cela avec, je crois, encore 17 lancements d'Ariane pour lancer cette constellation Amazon. Donc tant mieux pour nous, ça nous fait du grain à moudre, d'autant que dans la concurrence qu'on évoque, le paysage n'est pas du tout le même en Europe et aux États-Unis. Le nombre de lancements, notamment qu'on appelle institutionnels, c'est-à-dire qui sont demandés par la puissance publique, que ce soit les militaires ou civils, en Europe, il n'y a pas ce marché-là. Donc, ce que Musk a pu réussir et peut réussir avec ces centaines, presque plus de 200 lancements par an, en Europe, il n'y a pas la place, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler un marché. Donc, la réponse de la fusée Ariane 6, qui, on l'a dit, elle n'est pas récupérable. Donc, c'est un pas avant d'arriver vers le récupérable sur lequel les Européens travaillent. C'est un lanceur intermédiaire, mais qui permet, pour l'instant en tout cas, de garder notre liberté d'accès à l'espace. Parce qu'on le voit dans l'anecdote où Bezos vient sur Ariane, on voit que si on est fâché avec quelqu'un, on ne va pas pouvoir monter à bord tellement. Donc c'est bien que l'Europe ait une fusée opérationnelle, une fusée qui est très bonne, qui est très précise, qui marche très bien. Donc les opérateurs, qu'ils soient privés ou publics, qui décident d'embarquer à bord de cette fusée, ils sont quand même assurés d'un bon taux de fiabilité et d'une longévité de leur charge utile, c'est-à-dire une mise à poste très précise qui leur permet notamment d'allonger la durée de vie de leur satellite. Et quand on sait ce que ça coûte, c'est toujours ça de gagner. Donc on est en retard sur certains domaines. Oui, sur le récupérable, on n'a pas pris ce virage-là, ça c'est clair. Mais on est encore un ensemble de nations qui compte. Donc il y a encore une petite chance. Justement, on va pour poursuivre le débat, je vais aller retrouver justement Iman Rachati qui va nous faire justement ce point sur ce qu'on évoquait déjà en plateau. Bonsoir Iman, avec ces lanceurs, c'est-à-dire ces fusées, et puis ces constellations de satellites. D'abord, donc ces lanceurs, donc comparez-nous un petit peu, Iman, donc nos fusées européennes, on va dire les Ariane, avec les autres, notamment celles d'Elon Musk. Il y a des différences. Exactement. Et d'abord, revenons sur le lancement de la version la plus puissante d'Ariane 6. Donc, c'est, vous l'avez dit aujourd'hui, une version à 4 boosters qui va mettre en orbite 32 satellites pour Amazon. Il doit y avoir 18 missions de ce type prochainement au profit du géant américain. Et même si les Européens sont très fiers de ce lancement, ce n'est pas suffisant pour concurrencer SpaceX d'Amazon. C'est surtout 165 lancements en 2025, un record contre 4 pour Ariane. Alors pourquoi SpaceX conserve ce leadership ? Eh bien d'abord parce qu'ils ont conçu des petites fusées qui sont réutilisables, mais en fait elles sont envoyées beaucoup plus fréquemment que les fusées d'Ariane, et surtout son point fort, c'est qu'elles sont moins coûteuses, beaucoup moins chères que les
les fusées d'Ariane. Pourtant, dans les années 90-2000, Ariane, c'est une réussite européenne, c'est le numéro 1. Grâce à elle, l'Europe est le numéro 1 des lancements commerciaux. D'abord, pour sa précision, Ariane envoie ses fusées depuis, vous l'avez dit, le centre spatial de Kourou en Guyane. C'est le meilleur endroit pour lancer ces fusées puisque c'est le point de lancement le plus proche de l'équateur. Et pourquoi numéro 1 aussi à cette époque ? Eh bien parce que c'est pour sa fiabilité. On parle de 98,4% de fiabilité pour le dernier vol d'Ariane. Et enfin, donc, par contre, voilà, là on a parlé des bons côtés. Les mauvais côtés, c'est le prix. Selon la version d'Ariane, on parle de 70 à 115 millions d'euros par lancement, alors qu'à côté, SpaceX et sa Falcon 9, c'est des tarifs 2 fois moins chers. On parle de 40 à 60 millions de dollars par version. Alors là, on vient de parler des lanceurs, Iman. Il y a donc ces fameuses constellations de satellites dont on a parlé sur le plateau. C'est vital pour tout simplement les télécommunications, le GPS, Internet. C'est la bataille, une des grosses batailles qui se joue en ce moment. Exactement, c'est exactement ce que vous avez expliqué. On parle donc des satellites, c'est juste ici sur cette image qu'on les voit. C'est comme vous l'avez dit. Alors sur ça, le c'est la Station spatiale internationale, mais il y a plein de satellites qu'on peut voir. Voilà. Et en fait, ça sert surtout, c'est un outil, comme vous l'avez dit, crucial au niveau géopolitique parce que ça permet la collecte de données et surtout d'avoir un pouvoir sur la communication entre les pays. Et en ce moment même, la société d'Elon Musk, Starlink, a bloqué des terminaux utilisés par les forces russes en Ukraine. Ça donne des interruptions de réseau et cela bénéficie aux forces ukrainiennes. Et par ailleurs, Starlink d'Elon Musk, c'est le leader aujourd'hui. 9400 satellites au-dessus de nos têtes pour offrir une connexion mondiale. Ses concurrents, d'abord, on peut parler d'Amazon Leo, de Jeff Bezos. C'est les satellites qu'on vient d'envoyer aujourd'hui. Exactement, voilà. Qu'on a envoyé aujourd'hui. Et c'est une place d'abord naissante, parce qu'on parle de 175 satellites, beaucoup moins évidemment que ceux de Starlink. Côté européen, nous avons OneWeb, une société privée qui a plus de 600 satellites en orbite et qui constitue la seule alternative européenne au système américain Starlink. Alors ça, c'est pour les satellites de télécommunication. Niveau GPS, nous pouvons, nous Européens, concurrencer les Américains grâce à Galileo. Galileo, c'est une constellation de satellites européens. C'est une trentaine de satellites qui orbitent en ce moment et c'est surtout un symbole fort de souveraineté stratégique européenne. Merci beaucoup, Iman, pour toutes ces précisions. Je retourne voir mes experts en plateau. On vient d'entendre les noms, la Galileo, j'ai lu qu'il y avait d'autres projets, Iris plus tard. Est-ce qu'on peut réellement concurrencer les Américains ? Là encore, on a parlé des lanceurs, ou est-ce que là, pareil, le retard pris est tellement énorme que, même pour les GPS, ce que tous nos téléspectateurs utilisent tous les jours pour se guider en voiture, est-ce qu'on arrive à le faire 100% européen ou avant qu'on puisse concurrencer les Américains, il y a vraiment beaucoup de temps. Je pense que c'est exactement comme pour Ariane, en fait. L'enjeu pour les Européens, c'est de pouvoir assurer leur souveraineté. Donc, au moins avoir les lanceurs qu'il faut pour leurs usages, Galileo, et puis une constellation qui puisse leur servir si jamais les autres constellations devaient couper leur signal. On peut imaginer dans un monde... On n'aurait pas imaginé ça il y a encore 5 ans. Aujourd'hui, on voit bien que nos rapports, notamment avec les Américains, sont un petit peu différents. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse avoir, en effet, nos propres moyens. C'est un enjeu de souveraineté évidemment, majeur. Évidemment. Après, il y a quand même une difficulté, c'est qu'il y a un peu la règle à ces altitudes du premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que Elon Musk, il a déjà, vous l'avez dit Olivier, il a déjà déployé 10 000 et sur ces 10 000 d'ailleurs, il peut se permettre d'en perdre quelques centaines. Il s'en fiche en fait, parce qu'en fait l'idée c'est qu'ils soient là et qu'ils occupent l'espace. Et à un moment donné, les places disponibles, elles seront plus là, ou en tout cas, le parking est déjà rempli. Ce seront plus exactement les mêmes places. Elles auront d'autres difficultés, etc. Il y a un point qu'on évoque rarement, à propos de la Starship, la fameuse super fusée de Musk qu'il est en train de développer pour la conquête de Mars et avant ça, le retour sur la Lune. Mais c'est aussi une fusée qui a une capacité d'emport extraordinaire et qui lui permettra de mettre en une seule fois des dizaines, voire peut-être même des centaines de satellites Starlink en une seule fois en orbite. Donc c'est aussi une façon pour lui de cannibaliser le terrain.
Tout à fait. Allez-y, Cécilia, et puis après, je vous montrerai une image. Deux choses importantes. Déjà, quand on parle de GPS, on ne se rend pas compte, la plupart du temps, nous, citoyens, qu'on utilise déjà Galiléo. On dit, je vais utiliser mon GPS pour me rendre à telle ou telle destination. En venant ici dans ces locaux, en réalité, ce n'est pas le GPS, c'est-à-dire le système américain qu'on utilise, c'est Galiléo. Donc, technologiquement, on est à la hauteur et on est déjà à la hauteur. On n'a pas nécessairement besoin d'aller plus loin sur certains aspects. Là où on a besoin d'aller plus loin, c'est sur les questions de souveraineté et de sécurité. C'est pour ça qu'il y a des projets comme la constellation Iris au carré ou Square, on n'est pas d'accord sur la façon de le prononcer, d'avoir un moyen de communication, de télécommunication avec l'espace sécurisé. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, c'est important d'être capable d'être souverain. Si quelqu'un comme Elon Musk décide de tout couper et que le seul système qui existe c'est Starlink, là on aura un énorme problème. Donc c'est pour ça qu'on est trop dépendant. On est trop dépendant. On a la technologie, mais on est trop dépendant. Et sur la question de l'orbite, c'est important de préciser, il y a déjà eu cette guerre Musk-Bezos sur le choix, parce qu'il faut que la fédération américaine octroie le choix de l'orbite. Et donc il y a déjà eu un premier combat. Musk a gagné cette orbite-là. Il reste quand même de la place pour y aller, mais est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'on a besoin d'une deuxième méga constellation ? J'en suis pas certaine. Alors pour revenir sur les fusées, sur les lanceurs et cette bataille-là, vous l'évoquiez tout à l'heure, Nicolas, avec effectivement cette célèbre réplique de Elon Musk quand il arrive tout jeunot, que tout le monde le prend pour un farfelu ou un zinzin quand il dit « je m'appelle Elon Musk, dans 10 ans vous êtes tous morts », sauf qu'il a plutôt eu raison. On va y revenir, regardez ces images, regardez un extrait d'un reportage de Nabila Tabouri. C'était en octobre 2024, nouvelle prouesse de SpaceX d'Elon Musk, et on verra les précédentes après. Regardez cette nouvelle prouesse, ces images qui avaient fait le tour du monde et qui sont honnêtement bluffantes. On regarde. Dans la conquête de l'espace, le chapitre écrit aujourd'hui par SpaceX est tout simplement historique. Pour la première fois, le lanceur d'une fusée ne finit pas en mer. Il revient sur son pas de tir sans encombre. L'exploit a eu lieu aujourd'hui sur la base de Boca Chica, dans le sud du Texas. 33 supermoteurs propulsent la fusée dans l'atmosphère. Après 7 minutes de vol, la base se détache normalement. Elle est ensuite rattrapée par des bras mécaniques installés sur la tour de lancement. Ces bras, appelés des baguettes, se sont refermés sur l'engin de 70 mètres de haut. Pari gagné pour l'équipe de scientifiques de SpaceX. C'est une première parce que c'est une fusée très lourde. C'est une fusée qui fait 5000 tonnes au décollage. Le premier étage fait 70 mètres de hauteur. Ça ne s'est jamais fait et beaucoup de gens doutaient que Elon Musk réussisse. Avec SpaceX, rien ne se perd. Objectif, réduire considérablement les coûts et lancer davantage d'engins plus rapidement. Donc là, Elon Musk, il avait déjà fait revenir ses fusées sur Terre et effectivement sur des plateformes en mer. Là, 2024, c'est ces images extraordinaires où elle revient vraiment d'un endroit d'où elle a décollé. Et là, l'Europe, on en est très très loin. Oui, on n'est pas tout à fait encore à ce niveau-là. Il y a la science de la communication. Hein. Ouais. Pour la petite histoire, ça a été dit par votre journaliste, il appelle ça les baguettes. Pourquoi il appelle ça les baguettes ? Parce qu'il s'est inspiré du film Karate Kid, dans lequel le vieux maître du karaté attrape avec ses baguettes une mouche en plein vol. C'est une des références parmi lesquelles Musk adore saupoudrer tout ce qu'il fait. Et ça accroche auprès de sa fanbase les geeks comme lui, hein. Comme nous, peut-être, d'ailleurs. Mais c'est quand même extraordinaire, technologiquement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais en même temps, Elon Musk, il est il raconte des histoires. Il a besoin de raconter des histoires pour que tout le monde accroche et pour qu'il continue à avoir des financements pour pouvoir faire progresser son entreprise, y compris techniquement. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait, il est toujours en retard sur ce qu'il prétend. En l'occurrence, normalement, par exemple, il y a une version de Starship qui devrait atterrir sur la Lune dans 1 an. Normalement, à l'origine, c'était dans 1 an. Autant vous dire qu'on en est très très loin. Donc maintenant, c'est dans 2 ans. Mais même dans 2 ans, ça va pratiquement être impossible. Il faut imaginer cette fusée-là qui atterrit, qui a l'Uni, qui se pose sur la Lune avec un système de carburant qui est transféré d'un vaisseau à l'autre en orbite, etc. Donc c'est une complexité. On reviendra sur la Lune et Mars. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il doit raconter de belles histoires
pour pouvoir avancer, pour pouvoir financer tout ce qu'il fait. Mais il est quand même en avance. Oui, il est quand même bien en avance sur les Européens. Il y a des ingénieurs absolument remarquables, et puis ils ont la capacité de procéder par je lance, je vois ce qui se passe, il y a un échec, c'est pas grave, je relance, justement, je vois ce qui se passe, etc. Vous allez y venir, je vous montre un autre extrait et vous allez pouvoir commenter tout cela. Justement, sur ce que vous disiez, Nicolas, et puis on en avait déjà parlé avec Olivier et Philippe, Elon Musk, il a quand même ce côté, j'allais dire, très américain. Il y a cette légende, je ne sais pas si elle est vraie, mais que Elon Musk virait des employés, des ingénieurs qui n'avaient pas raté des choses. Parce que si vous n'aviez pas raté, ça veut dire que vous n'aviez pas essayé. Vous nous direz si c'est vrai, mais en tout cas, regardez cette séquence. Ça vient de SpaceX, ce n'est pas un montage de France Télévisions. Ce sont les vidéos officielles de SpaceX qui mettent en valeur, on en revient sur ce que vous disiez, Nicolas, sur cette narration, qui mettent en valeur les échecs, les explosions des premiers modèles de fusées. On est dans les années 2013, 2014, 2015, 2016. Vous allez entendre, ça c'est la vraie vidéo avec la musique d'origine. On va voir d'ailleurs Elon Musk qui vient inspecter un site de crash. Mais au bout d'un moment, il réussit. On regarde et on en parle après. La vidéo d'origine dure 2 minutes. Il y a 2 minutes de ça sur le site officiel de SpaceX. C'est quand même une approche à l'opposé de ce qu'on ferait en Europe, où on dirait, mon Dieu, il y a une fusée qui a explosé. Elon Musk, il célèbre l'échec parce qu'il en est là où il en est aujourd'hui, quand même. Il transforme tout en spectacle. Encore une fois, référence geek, c'était la musique des Monty Python, leur émission Le Flying Circus. Donc toujours, c'est des clins d'œil comme ça. Il y a quelque chose quand même de très américain aussi dans le fait de casser ses jouets et d'avoir une forme de jouissance à exposer les débris. Mais ça fait partie de ce narratif permanent dont effectivement il a besoin. Il ne faut pas oublier que SpaceX rentre en bourse en juin prochain. Oui, donc, on y consacrera toute une page, mais je crois que ça va donner naissance à un géant, parce que c'est une fusion de l'IA d'Elon Musk et de SpaceX, ce sera un truc à 1500 milliards de dollars. De l'histoire, ouais. Mais c'est une culture de l'échec, en fait. Et mais est-ce que l'échec fait avancer? Et nous, on n'a pas du tout cette culture-là. Ça dépend si on a les moyens de se permettre d'avoir autant d'échecs. C'est-à-dire que lui, il peut se le permettre. En France, on peut pas. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il a les moyens financiers. Il a eu les moyens technologiques parce qu'il a été quand même bien aidé par la NASA. C'était une volonté de switcher vers le secteur privé. Donc c'est Barack Obama qui ouvre. On a donné exactement, mais on n'a pas juste dit on vous donne de la place. On leur a donné aussi des plans, on leur a donné une direction technologique, et puis il a les moyens financiers en France, j'allais dire en France, en Europe. On n'a pas les moyens de se permettre autant d'erreurs, autant d'échecs, parce que la culture économique derrière n'est pas la même, la culture du risque n'est pas la même, et donc on peut pas se permettre d'arriver comme ça et de dire c'est pas grave si on rate, on recommencera. Déjà, on n'aura pas les moyens de recommencer. Et surtout, on n'aura pas les investisseurs. Et ça, c'est la grosse différence aujourd'hui avec le secteur européen. Et c'est ce qui fait qu'on est forcément à la traîne là-dessus. Et lui, ça lui a permis de réussir, et encore pas tout à fait. Pour l'instant, il est en retard, et Starship est en retard, on l'a dit tout à l'heure. Philippe, sur ces fusées réutilisables, il y a eu des échecs, mais enfin aujourd'hui, SpaceX, ça marche. Oui, ça marche. Quand est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe ait une fusée réutilisable qui donc fait beaucoup baisser les coûts? Je pense que ça peut arriver dans l'horizon d'une dizaine d'années. Oui, encore. C'est déjà en développement. Il va y avoir des prototypes qui vont être faits. Les méthodes d'ingénierie ont un peu changé en s'inspirant de celles de Musk, en étant un peu plus agiles que précédemment, tout en gardant ce qu'il y avait de bon dans les anciennes méthodes, c'est-à-dire beaucoup calculé pour que les essais soient quand même relativement réussis et qu'on évite de casser trop de fusées. Vous savez, Musk, il casse des fusées parce que son mode de production est radicalement différent. Il a, en gros, pour résumer, il a appliqué au spatial le mode de production de l'automobile. C'est-à-dire, il fait rentrer les tôles d'un côté et il fabrique les fusées
fusées à la chaîne. Elles sont assez simples. Il les essaye. Elles ne lui coûtent pas très cher à produire au départ, les protos. Il peut les casser. Alors que quand on décide de faire quelque chose comme Ariane, le proto, il coûte cher parce qu'il a tout intégré dedans. Il doit marcher, en fait. Et s'il y a un échec, on va en tirer les leçons, mais il n'y en aura pas deux derrière. Il faut faire payer tous les pays partenaires. Il faut faire participer tous les pays partenaires. Donc, il y a aussi des logiques, évidemment, mais de diplomatie, de géopolitique pour répondre, européenne. Il y a une autre réponse sur le réutilisable. On voit un autre acteur qui est un État, qui s'appelle la Chine, qui commence à aller vers le réutilisable. Et on voit des essais en Chine qui commencent à bien marcher. Donc, quand on se donne les moyens, après tout, c'est des calculs. Tout le monde est capable de le faire. Et nous, vu les moyens qu'on y met, il y a une filiale d'Ariane Espace qui s'appelle Maya Space, qui fait un petit lanceur. En fait, c'est quand même un truc qui fait 50 mètres de haut, 3,50 mètres de diamètre, qui aura le futur moteur de l'Ariane, peut-être 7 ou Next Generation. Tout ça pour le tester en partie réutilisable. Donc, ça avance. On ne le voit pas pour l'instant, mais ça devrait arriver, les premiers tests, dès l'année prochaine. Dernier mot, Nicolas, et on ira sur Sophie Adno juste après. Il faut comprendre qu'en fait, Elon Musk et SpaceX, ils ont tout un écosystème. C'est-à-dire que Elon Musk, il a ses fusées qui lancent ses satellites, qui permettent de faire fonctionner ses terminaux Starlink, qui génèrent du cash, qui vont lui permettre de développer ses fusées, qui lancent ses fusées, ses satellites, qui font fonctionner Starlink, etc. Et en plus, il lance des satellites pour les institutionnels américains. Donc en fait, ça fonctionne et ça s'auto-entretient, entre guillemets. Donc, il a toute la gamme. Exactement. Donc voilà, il a derrière lui aussi le gouvernement américain. Donc voilà, il peut se le permettre. C'est vrai que nous, c'est un peu plus difficile de saisir. Allez, on revient sur l'autre actualité, sur notre Sophie Adno, notre astronaute française, deuxième femme française à s'élancer dans l'espace. Demain, Eliana Bonas était tout à l'heure en direct de Floride, de Cap Canaveral. Elle nous racontait la toute dernière nuit de Sophie Adno, normalement sur Terre. On va en parler tous les 5. Juste avant, regardez justement quelques images de l'entraînement de Sophie Adno, le rêve de toute une vie pour cet officier de l'armée de l'air et cette femme pilote. Regardez ce reportage de Gian Benzina et on en parle juste après. À la conquête de la Station spatiale internationale. Sophie Adno va passer 8 mois à 400 km au-dessus de nos têtes. Une mission dense, guidée par un sentiment. Le vol spatial habité, c'est quand même une grande aventure. Et donc, il y a cette part d'inconnu qui stimule un peu la curiosité. On se dit, voilà, comment ça va dérouler tout ça ? Dans son planning très chargé, peu de place à l'improvisation. Il y a d'abord la science. Sophie Adno va mener près de 200 expériences. Elle a pu en tester certaines avant son départ, comme ce dispositif pour réaliser des échographies dans l'espace. Depuis cette salle de contrôle au CNES à Toulouse, les opérateurs suivront en temps réel ces journées ultra denses. Il y a un travail vraiment de puzzle, si je puis dire, pour les planificateurs, pour que les astronautes soient toujours là où il faut, quand il faut, y compris pour leur sport. Le sport, justement. La Française devra en faire 2h30 chaque jour, indispensable pour garder la forme en apesanteur. Pendant 8 mois, Sophie Adno et ses coéquipiers seront un peu des colocataires de l'espace. C'est ma chambre. Ça, c'est le lit. J'espère que vous aimez le camping. Alors, chacun devra prendre sa part de bricolage. Ici, par exemple, entraînement en plomberie. Je regarde si ça fuit. C'est très opérationnel, très concret, très manuel en fait comme travail. C'est ça que j'adore en fait. Mais ce que Sophie Adno espère le plus pouvoir réaliser, c'est ça. Les sorties extravéhiculaires, comme ici celle de Thomas Pesquet, le Graal de tout astronaute. Pour s'y préparer, de longues heures d'entraînement en piscine, mais aussi avec des simulateurs de réalité virtuelle, comme ici, à Cologne. Si tu y vas les pieds en premier, ce sera plus facile pour toi. Maintenant, je suis bien attachée. Pour ses coéquipiers, Sophie Adno a prévu des cadeaux qui les attendent déjà à bord, mais motus. Le fait de créer des petites surprises entre nous qui vont, j'espère, les raccrocher aussi à la Terre. J'ai quelques petites surprises. 25 heures de voyage avant d'arriver à la station, pour celle qui a su garder son regard d'enfant pour accomplir le rêve d'une vie.
Cécilia, donc deuxième femme dans l'espace, Sophie Adno, après Claudie Aigneret. C'était en 1996, hein, donc il y a 30 ans. 11 astronautes français au total, seulement 2 femmes. Bon, la parité est toujours pas là. Qu'est-ce qui l'explique ? C'est le même problème dans tous les secteurs. Hein. C'est autant une question de représentation que de sexisme systémique. Aujourd'hui, c'est important d'avoir des exemples comme Sophie pour qu'elle inspire tout le monde, pas que les femmes. Elle le dit beaucoup quand on l'interroge systématiquement sur le fait qu'elle puisse inspirer des jeunes femmes. Et elle dit oui, j'aimerais inspirer aussi des garçons. C'est-à-dire que l'idée, c'est de montrer qu'on peut arrêter de poser cette question et qu'il n'y a plus besoin de faire la différence. Je veux dire, les secteurs scientifiques manquent cruellement de femmes parce qu'on les décourage. C'est en train de repartir dans le mauvais sens, parce que je crois qu'il y a même aujourd'hui les jeunes filles, je crois, qui commencent des études scientifiques, il y en a moins qu'il y a encore quelques années. Donc, une réforme du bac il y a quelques années qui a été catastrophique et qui a des résultats du bac sur les maths notamment. Oui, c'était une catastrophe. C'est très difficile de poursuivre une filière mathématiques, scientifiques. Même si on commence de rester accroché, c'est très difficile d'avoir un exemple, de se dire que c'est possible, qu'on a le droit d'y aller, qu'on a le droit d'y arriver. C'est très difficile pour les jeunes filles aujourd'hui. Et donc, voilà, ça commence très tôt dès l'école. Alors, ça va être un spectacle merveilleux. Il y a, vous disiez, une part importante de communication, et dans le sens noble du terme, pour inspirer. Mais la question qui fâche, ça fait plus de 60 ans, 1961, Yuri Gagarin, que l'humanité envoie des hommes dans l'espace, les Russes les premiers, et qu'on va dans l'orbite, vous disiez l'orbite basse, Olivier, c'est-à-dire quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. J'imagine qu'on a bien compris maintenant ce qui se passait dans l'orbite terrestre. Est-ce que ça a encore un sens ? Est-ce que ça sert encore la science d'envoyer des hommes juste en banlieue terrestre ? Bah oui, ça sert. Même scientifiquement. Mais bien sûr, ça sert justement à préparer les missions vers la Lune et vers Mars. Si vous allez aujourd'hui vers Mars, il va y avoir quelques petits soucis. Il y a du travail sur les vols, les effets de l'apesanteur sur le corps humain, sur de longs voyages, sur de longues durées. Il y a l'effet des radiations. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour opérer un astronaute qui est en partance vers Mars, alors que vous devez attendre 8 minutes pour envoyer un message vers la Terre et récupérer. On a eu la question il y a quelques semaines, vous étiez venu nous en parler, Nicolas. Exactement. Sur le retour. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Sophie Adno part peut-être quelques jours plus tôt, parce qu'il y a l'expédition précédente. Un astronaute qui était revenu malade, en urgence parce qu'un astronaute était malade. Et on s'était posé la question de la médecine. Dans le voyage vers Mars, ils devront se débrouiller tout seuls. Donc, il y a énormément de choses à préparer, des choses qui ne sont pas encore tout à fait technologiquement au point. Et puis, par ailleurs, c'est aussi un laboratoire qui permet de faire des expériences en microgravité, c'est-à-dire en absence de gravité terrestre. Et ça, écoutez, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre où on peut faire ça. Il y a les vols paraboliques, mais c'est juste quelques tranches. Des vols dans un avion spécial qui fait mais donc, c'est un laboratoire des montagnes russes très haut dans le ciel. C'est ça. Là, on voyait les images de ce retour il y a quelques semaines de la dernière expédition sur l'ISS avec justement de ces astronautes qui étaient malades, on ne savait pas lequel. Ça ne profitera pas qu'à la Lune et à Mars, ça profite aussi à la vie sur Terre. Par exemple, vous l'avez dit, Sophie Adno, elle va faire une expérience autour de la question des échographies. Comment être autonome pour pratiquer des échographies entre astronautes, alors qu'il n'y a pas de médecin à bord et que, comme vous l'avez dit, les communications sont extraordinairement longues. Si on arrive à créer des dispositifs qui vont mêler réalité augmentée et intelligence artificielle pour être autonome dans les échographies, ça veut dire que dans les déserts médicaux en France, on pourra aussi avoir des systèmes qui permettront une certaine autonomie et de désenclaver des populations. Donc ça sert aussi à la Terre, ce qui se passe dans l'espace. Et ça, ces tests-là, on pourrait les faire dans la campagne ou dans le désert du Sahara. Ça revient quand même de s'entraîner en télémédecine. Non, c'est bien de le faire dans l'espace. Les organes bougent dans l'espace. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que cette expérience, ils la font dans l'espace parce que, justement, votre corps n'est pas exactement le même sur Terre et dans la station spatiale en apesanteur. Philippe, Ciel et Espace, justement, votre revue, votre magazine scientifique, souvent nous abreuve aussi d'autres conquêtes spatiales extraordinaires, celle de la robotique spatiale, les fameux rovers, les sondes qu'on envoie sur Mars, même aux confins du système solaire. Est-ce que ces sondes-là ne sont pas plus à même de faire progresser la science que nos corps fragiles, humains, d'astronautes? Ou est-ce qu'il faut les deux? La question est légitime et il y a plusieurs manières d'y répondre. L'exploration
c'est l'augmentation de la connaissance, explorer Mars, explorer la Lune. Et on a un exemple, c'était les missions Apollo, puisqu'on a envoyé des humains sur la Lune. Et on a vu que les humains pouvaient nous raconter l'histoire, et on aime bien, nous, Homo sapiens, des histoires qu'on se raconte, et c'est quand même mieux quand c'est des humains. Alors d'accord, à l'époque, ils nous l'ont mal raconté. C'était des militaires, ils étaient assez muets, ils n'ont pas bien fait le job, et le public s'en est vite désintéressé, c'est vrai. C'est quand même resté un moment pour C'est resté un moment, mais tout le monde se rappelle du premier pas sur la Lune, mais je mets au défi quiconque de citer le 3e astronaute à avoir marché sur la Lune. Et encore... Donc... tu remarques qu'on ne relève pas le défi. Hein. Oui, je le vois. Je le note. Pour nos téléspectateurs, parce qu'ils se poseront la question. C'est Pete Conrad, lors de la mission Apollo 12 en novembre 69. Donc, on peut envoyer des humains, et les hommes qui ont été sur la Lune ont montré quand même qu'en quelques heures, voire en quelques jours, il restait 3 jours à la fin, même s'ils n'étaient pas spécialistes de géologie, même s'ils n'étaient pas des scientifiques, ils avaient une formation et ils avaient une capacité d'action et de réaction qui était phénoménale. C'est-à-dire qu'en quelques heures, ils ont fait une science formidable. C'est-à-dire qu'on a appris beaucoup et très vite. Et pour peu qu'on sache narrer ce récit, ça peut susciter des vocations, faire quelque chose de positif. Oui, l'espace, ça coûte cher, mais c'est incommensurablement moins cher que toutes les dépenses militaires dans le monde, quand même. Et c'est quand même plus positif. Après, on peut voir les choses autrement. Il y a des robots qui vont sur Mars, mais ils mettent un temps très long à faire une tâche particulière et ils ne vont pas pouvoir s'adapter. Donc, peut-être que c'est intéressant d'envoyer des humains pour que tout le monde se sente investi vers quelque chose de grand et de bon pour l'humanité. Alors après, justement, dans les minutes qui nous restent... Dans les minutes qui nous restent, on va voir les images. Il y a le retour sur la Lune avec un programme américain qui s'appelle Artemis, qui est la sœur d'Apollo, si je ne m'abuse. Donc voilà, il y a l'analogie de la mythologie grecque. Donc de revenir sur la Lune près de 60 ans après. Il y a Mars, Elon Musk en est féru. On va voir Alors là, on voit par exemple les images de la prochaine mission Artemis, qui est Artemis 2, qui va faire le tour de la Lune. Mais ça, c'est très bientôt, hein. Ils ne vont pas se poser sur la Lune. Non, c'est ça. Ils ne vont pas se poser sur la Lune. Ils vont passer derrière la Lune. Ils vont d'ailleurs en profiter aussi pour tester le vaisseau et la capsule Orion vraiment dans tous les sens, parce que c'est un vol. En fait, c'est une sorte de dernière répétition générale avant Artemis 3, qui, lui, prévoit normalement de poser une astronaute américaine à la surface de la Lune. Et pour la petite histoire, ce serait d'ici 2030. 2 ans, mais enfin, personne n'y croit vraiment. Faire les paris. 2030, ce serait bien. C'est ça. Mais en fait, personne vraiment n'y croit. Mais les Chinois sont en embuscade. Et les Chinois sont en embuscade. 2030, ils vont y arriver. Juste pour vous dire que Artemis 2, ils vont sans doute devenir l'équipage humain qui sera allé le plus loin de la Terre, en fait. Ils vont battre le record précédent d'Apollo 13 et ils seront sans doute les humains qui seront allés le plus loin de la Terre. Donc ils seront quoi? La Lune est à 300 000 km de la Terre. Et c'est ça, ils seront sans doute autour de 400 000. Oui, ça fait une petite trotte. Cécilia, allez-y, mais on va aussi voir les images de Mars d'Elon Musk, parce que c'est peut-être l'étape d'après, mais est-ce que c'est encore un rêve? Nicolas nous disait, il y a des milliers de problèmes techniques encore, ou est-ce que c'est quand même en fait, accessible d'ici quoi, 10, 15 Mars, ans, 20 ans? Je pense pas. Je pense pas que ce soit. Vous allez doucher des espoirs de Non, mais non, parce que déjà, pour envoyer des hommes vers Mars, il faut être certain qu'on pourra les ramener. Sinon, il y a une question éthique qui fonctionne pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à envoyer un équipage vers Mars en se disant c'est un équipage qui se sacrifie, qui revient peut-être pas? On n'en est pas sûr. Non. Et garantir le retour de Mars, ça veut dire garantir qu'on est capable de décoller depuis une planète. On ne sait pas encore le faire depuis la Lune. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à le faire depuis Mars. Technologiquement, ça me semble assez irréaliste d'imaginer d'ici 10-15 ans. C'est la promesse d'Elon Musk, mais c'est aussi une question géopolitique, tout ça. C'est vrai qu'il y a un côté très noble de dire on va rassembler l'humanité derrière un projet. Et il y a un intérêt pour les scientifiques, les milliers de scientifiques qui travaillent à la recherche scientifique, qui bénéficient de ce bonus image que donnent les astronautes. C'est une question géopolitique aussi, occupation des territoires, et c'est important de le rappeler. Le mot de la fin, Olivier. Sophie Adno, elle aura peut-être une chance d'aller sur la Lune. On lui souhaite déjà le succès demain. Que Sophie Adno un jour aille représenter les couleurs françaises sur Mars, ça vous paraît trop éloigné? Indépendamment de questions géopolitiques, je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Musk parle de la colonisation. La colonisation, effectivement, ça veut dire on y va, on y reste. Ça, c'est pas pour demain. En revanche, l'exploration
y aller, faire un certain nombre de choses et revenir, évidemment, comme vous l'avez dit, ça pose quantité de problèmes, mais moi je suis plus optimiste. Je ne sais pas si c'est de l'optimisme ou de la candeur, mais je pense que nos enfants le verront de leur vivant. Ah, zut, raté pour nous, quoi. Merci à tous les 4 pour nous avoir éclairés avec passion sur ce sujet. Et donc, on suivra évidemment demain en direct sur France Info le décollage de Sophie Adno, normalement programmé fin de matinée heure française vers la Station spatiale internationale.